Voler, l'un des plus grands rêves de l'humanité. Bonjour, 4,2 Tesla ou 42 000 Gauss, c'est la densité de champ magnétique nécessaire pour faire léviter le maglev, un train au Japon qui fonctionne par sustentation magnétique grâce à des bobines supraconductrices. Alors, comment pourrait-on utiliser la supraconductivité dans les trains? Mais commençons par le commencement, il faut déterminer ce qu'est la supraconductivité. Un matériau supraconducteur est un matériau qui, sous une certaine température, appelée TC, température critique, a une résistivité égale à 0 ohmmètre, soit une conduction parfaite du courant. Cela implique que les collisions entre les électrons du courant avec les atomes du matériau dans lesquels ils circulent sont nulles. Donc, cela ne crée pas de chaleur, ce qui implique qu'il n'y a aucune perte d'énergie. On appelle cela l'effet Joule. Ce sera une propriété très utile pour l'élaboration de notre train à sustentation magnétique. La supraconductivité est aussi caractérisée par l'expulsion de toute forme de magnétisme en dessous d'une température critique. Le phénomène d'expulsion du champ magnétique auquel le matériau est soumis est appelé effet Meissner ou diamagnétisme parfait. Il génère un champ magnétique opposé. Cet effet est possible grâce aux boucles de courant électrique qui apparaissent spontanément à la surface du matériau et tournent en rond jusqu'à créer un champ magnétique tel des électroaimants. Ces courants, appelés supercourants, n'ont besoin d'aucune source d'énergie et peuvent exister perpétuellement grâce à la résistivité nulle des supraconducteurs. Ils s'ajustent de façon à compenser exactement, à l'intérieur du supraconducteur, le champ magnétique appliqué. Cette seconde propriété s'impose donc comme essentielle pour que le train reste en sustentation. On connaît à ce jour deux types de supraconducteurs, le type 1 qui comprend des matériaux tels que le plomb, le mercure et l'étain par exemple. Ce type de supraconducteur possède deux états. L'état normal qui n'a aucune propriété spécifique et l'état supraconducteur. Les supraconducteurs en céramique dits à haute température tels que le YBA2CU3O7 composé de yttrium, beryllium, cuivre et d'oxyde est un exemple de supraconducteur de type 2. Alors qu'un supraconducteur de type 1 ne possède que deux états, un supraconducteur de type 2 en possède trois. L'état normal, l'état supraconducteur et l'état mixte. Un supraconducteur en état mixte induit l'effet Meissner. Mais alors, que choisir entre ces deux types de supraconducteurs? Eh bien, il faut regarder au niveau du champ critique. Les supraconducteurs de type 1 ont un champ critique très bas, même trop bas pour être utile. Le champ critique correspond au champ magnétique maximal que le supraconducteur pourra encaisser pour ne pas retourner à son état normal. Le supraconducteur de type 1, avec le plus de potentiel, soit le plomb pur, a un champ critique de 800 Gauss, tandis qu'un supraconducteur de type 2 a des valeurs beaucoup plus grandes de champ critique, comme le YBA2CU3O7 par exemple, qui a des valeurs de champ critique maximum proches de 100 Tesla. Sachant que 1 Tesla est égal à 10 000 Gauss, il a donc un champ critique 1250 fois supérieur au plomb. De plus, les températures critiques des supraconducteurs de type 1 sont très basses. Il faut s'approcher à quelques degrés du zéro absolu pour qu'ils deviennent supraconducteurs, c'est-à-dire vers les moins 270 degrés. Au-dessus de cette température, ils retournent à l'état normal. En comparaison, les supraconducteurs de type 2 ont des températures critiques plus élevées, environ moins 180 degrés Celsius pour les supraconducteurs en céramique. Les supraconducteurs de type 2 étant plus puissants, ils seront les plus intéressants pour notre train. Mais qu'est-ce que cet état mixte propre aux supraconducteurs de type 2? Les supraconducteurs de type 2 adoptent cet état lorsque le champ magnétique devient élevé. L'effet Meissner repousse le supraconducteur de type 1 lorsque celui-ci refroidit, mais si c'est un supraconducteur de type 2, on peut le maintenir en lévitation à l'endroit où il se trouvait quand il fut refroidi. C'est le piégeage des vortex. Mais qu'est-ce que les vortex? Certaines des lignes de champ de l'aimant ou de l'électroaimant, c'est-à-dire des flux magnétiques, ont pénétré le supraconducteur et sont emprisonnées dans des zones non conductrices du matériau qui sont appelées vortex. Pour permettre au champ magnétique de passer à travers le vortex, le matériau développe de nouveaux courants supraconducteurs qui circulent autour de ces colonnes dans une sorte de tourbillon qui justifie le nom vortex. À cause de ces vortex, le supraconducteur devient une passoire en laissant passer une partie du champ magnétique appliqué. Mais le supraconducteur y gagne. Bien sûr, il perd une partie de son volume qui devient non supraconducteur, c'est-à-dire l'intérieur des vortex, mais en contrepartie, il n'a plus à expulser qu'une fraction du champ magnétique extérieur, le reste étant passé par les vortex. Il peut donc supporter des champs bien plus élevés. Le piégeage des vortex va maintenir l'aimant à l'endroit où il se trouvait quand le supraconducteur a été refroidi. Et un supraconducteur pourra difficilement se défaire de cet effet. Grâce à cette propriété, on peut facilement créer des expériences de train à sustentation magnétique avec des rails constitués d'aimants au néodyme et d'une pastille supraconductrice en mettant les aimants néodyme des rails dans un certain ordre. Exemple, une rangée sur la longueur d'aimants face nord, puis une rangée d'aimants face sud et une dernière rangée face nord. En faisant ceci, le supraconducteur garde la même cartographie des aimants et peut se déplacer en lévitant sur les rails sans accroc.
On a donc fait l'expérience nous-mêmes à l'aide d'un professeur à l'université Paris Diderot qui est chercheur en supraconductivité. En effet, il n'était pas envisageable pour nous de nous fournir une bouteille d'azote liquide ainsi qu'un supraconducteur. Vous pouvez voir que la première étape est de plonger le supra dans un bain d'azote liquide, de disposer un aimant, ici un néodyme, par-dessus et d'attendre que le supra ait atteint sa température critique. La seconde étape est caractérisée par le maintien de l'aimant en sustentation magnétique. Le supraconducteur est maintenant entré en état mixte. Des supercourants sont apparus à la surface du supraconducteur qui s'ajustent de façon à compenser le champ magnétique appliqué. C'est l'effet Messner. De plus, de nouveaux supercourants sont apparus et forment des vortex qui vont piéger le supraconducteur. On a donc une sustentation magnétique parfaite et comme nous pouvons le voir sur la vidéo, il est très difficile de séparer l'aimant du supra. Bien, nous avons pu constater le potentiel des supraconducteurs de type 2 et comprendre leur fonctionnement. Maintenant, reprenons notre problématique. Comment utiliser la supraconductivité dans les trains? Nous avons donc besoin d'un rail, d'un train, d'un système de propulsion, d'un système de lévitation ainsi que d'un système de freinage. En bref, le nécessaire pour que notre train fonctionne. Un train tel que le maglev, dû à son poids, à sa largeur, à son volume, à sa longueur et à sa hauteur, nécessite un champ magnétique d'au moins 5 Tesla pour le faire léviter. Si on voulait utiliser les aimants néodymes qui sont les plus puissants au monde, le champ magnétique qu'ils produiraient serait seulement de 1 Tesla. On pourrait donc avoir recours à des électroaimants qui pourraient nous fournir le champ magnétique nécessaire à la sustentation de notre train. Ils sont constitués d'un noyau en fer, autour duquel est enroulé un fil électrique. Le courant qui circule alors en boucle crée un champ magnétique perpendiculairement à la section de la bobine et dans tout son volume. Pour obtenir un champ élevé, il faut utiliser un courant électrique élevé. Mais qui dit courant dit résistance, et qui dit résistance dit échauffement par effet Joule. Pour un courant trop élevé, le fil de la bobine va donc fondre. Il pourrait être refroidi avec de l'eau, mais c'est un système très onéreux et peu efficace. On a alors deux problèmes majeurs à contourner, et devinez quoi, on a la solution. En remplaçant les électroaimants par des bobines supraconductrices, le problème de résistance électrique sera réglé, puisqu'elle est nulle dans les supraconducteurs. De plus, on a vu précédemment que les supraconducteurs de type 2 avaient un champ critique de 100 Tesla. C'est de quoi soulever environ 20 maglev. Ces bobines seront conservées à la température de l'azote liquide dans des gros réservoirs remplis d'azote liquide avec une couche de vide à l'intérieur pour mieux pouvoir conserver le froid. On va donc avoir recours aux bobines supraconductrices de type 2 qui pourront encaisser jusqu'à 100 Tesla comme vu précédemment. Ces bobines seront placées sur les côtés du train et pas dans les rails. Nous allons voir pourquoi en étudiant le système de propulsion du train. D'abord, imaginez-vous un U dans lequel on mettra notre train. C'est exactement à ça que ressemble notre rail. Dans les murets se trouvent des électroaimants qui seront nos bobines de propulsion. On peut ici les utiliser puisque la force nécessaire pour faire avancer le train est bien inférieure à celle nécessaire à le faire léviter. Les électroaimants vont attirer et repousser simultanément les bobines supraconductrices qui se trouvent tout le long de notre train. C'est ce qui permet au train de se mouvoir le long des rails. Ces électroaimants sont disposés de telle manière que leur polarité soit répartie dans l'ordre suivant. Nord-sud, 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 etc. Il y a en effet une alternance entre les deux types de polarité de chaque électroaimant côte à côte. Il y a aussi une alternance de polarité pour les bobines supraconductrices dans le train. Mais pourquoi doit-il y avoir une alternance? Rappelez-vous, les supraconducteurs, lorsqu'ils vont passer dans l'état mixte, voient apparaître des vortex qui vont laisser passer une partie du champ magnétique appliqué, qui va traverser le supraconducteur en ces vortex. C'est ce qu'on a appelé précédemment le fait de cartographier le champ magnétique, et il est très difficile de s'en défaire. Les électroaimants sont alimentés en électricité grâce à des câbles par un courant alternatif qui aura pour rôle de changer la polarité des électroaimants contenus dans les murets du rail au moment où une bobine supraconductrice passe à côté d'un nouvel électroaimant. Il est donc aussi nécessaire d'avoir des capteurs qui enverront l'information du passage d'une nouvelle bobine supraconductrice aux électroaimants pour qu'ils puissent changer leur polarité. De par ce fait, les supraconducteurs au devant du train seront attirés par les électroaimants en amont de leur position, et les supraconducteurs dans la partie arrière du train seront repoussés par les électroaimants en aval. Cela aura pour effet de faire avancer le train. C'est avec un système de propulsion équivalent à celui-ci, celui du maglev, que le record du monde de vitesse d'un train, qui était un TGV français, a été battu de 30 km/h. Il est alors de 603 km/h, ce qui est environ un demi-Mach. De plus,
La vitesse de croisière du TGV est d'environ 300 km/h, alors que celle du maglev est de 500 km/h. Pour le freinage, rien de plus facile. On déploie des aérofreins et on diminue petit à petit l'intensité de champ magnétique qui parcourt les électroaimants. On aura en revanche à déployer des roues lorsque le train passera en dessous des 160 km/h. D'ailleurs, elles devront aussi être déployées pour l'accélération du train jusqu'à ce que celui-ci atteigne une vitesse de 160 km/h. C'est une contrainte liée à la méthode de lévitation du train qui est extrêmement simple. Quand un aimant est déplacé à proximité d'un métal, même non magnétique, des courants apparaissent dans ce métal appelé courant de Foucault ou courant induit. Rappelons qu'un courant électrique crée un champ magnétique. Un champ magnétique se déplaçant peut donc créer des courants induits qui vont créer un second champ magnétique. Celui-ci va interagir avec le premier. Ainsi, des bobines de métal non alimentées en électricité sont situées dans les murets à un niveau inférieur à celui des électroaimants. Les bobines supraconductrices qui ont un certain champ magnétique, lorsqu'elles vont se déplacer, vont donc créer un courant induit dans les bobines de métal qui vont ensuite créer leur propre champ magnétique qui repoussera les bobines supraconductrices. Ainsi, le processus de lévitation est automatique tant que le véhicule se déplace à une vitesse au-dessus du seuil de décollage, c'est-à-dire 160 km/h. En dessous de cette limite, les courants induits s'affaiblissent au point où les forces magnétiques sont trop faibles pour mettre en lévitation le véhicule. C'est pourquoi au démarrage, le train se déplace sur des roues semblables à celles d'un avion, et une fois seulement qu'il a atteint les 160 km/h, le train entre en lévitation. À ce moment, la distance qui le sépare du rail reste identique. De plus, la mise en place des roues offre plus de sécurité, puisqu'en cas d'une panne de système, le train peut s'en servir. Enfin, le train serait recouvert d'une cage de Faraday qui bloque les nuisances électromagnétiques pour éviter les incidents avec l'environnement ou simplement avec les passagers. En effet, il serait regrettable que la prothèse métallique d'un passager soit envoyée de l'autre côté du train, ou bien que nos précieux portables soient détruits de l'intérieur. Voilà un aspect de ce que la supraconductivité a à nous offrir, et il paraît presque révolutionnaire. La ligne du maglev existe déjà et sera ouverte aux passagers en 2027, ce qui n'est pas si loin. La science avance vite, et pourquoi ne pas imaginer l'utilisation future de la supraconductivité dans les voitures volantes? Ou encore dans la création d'overboards, comme dans Retour vers le futur? Alors non, voler de ses propres ailes n'est pas pour tout de suite. Mais en attendant, on peut utiliser la technologie pour s'en rapprocher. C'est la fin de notre TPE, merci d'avoir pris le temps de le regarder, ça nous a fait plaisir de le réaliser, et je vous laisse avec le générique de fin. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? Faker with